Casablanca pour cette invitation. C'est réellement un grand plaisir et un grand honneur pour moi de participer avec vous et je vous félicite pour la réussite de cette journée. Je tiens également à remercier les laboratoires Pfizer d'avoir soutenu cette manifestation. Donc, sans trop tarder, donc, je parlerai de la maladie thromboembolique à partir de quelques cas cliniques, comme vous le voyez. Et donc, en introduction, je dirais que la maladie thromboembolique est une maladie fréquente. Elle représente le troisième rang des maladies cardiovasculaires après l'infarctus myocarde et l'accident vasculaire cérébral. Elle se manifeste très souvent par une thrombose veineuse profonde et plus rarement par une embolie pulmonaire. Et c'est une maladie qui est coûteuse de par la prise en charge de cette affection, aussi bien pour les hospitalisations, pour le traitement et pour la prise en charge des complications. Et comme vous le voyez ici sur ce graphique, c'est une affection dont l'incidence et la prévalence augmentent avec l'âge. Et vous avez plus de 50% des cas, des patients vont être diagnostiqués à partir de l'âge de 70 ans. C'est une maladie mortelle et comme dans ce registre danois, par exemple, qui regroupe plus de 1 million de patients, vous avez une mortalité à 30 jours, elle est de 31% pour l'embolie pulmonaire, alors qu'elle est de 0,4% dans la population en général. Et cette mortalité, elle va continuer jusqu'à 1 an et puis au-delà de 1 an. Donc, regardez ici, l'embolie pulmonaire, une mortalité à 1 an de 23%. Donc, maladie mortelle et aussi maladie chronique. Pourquoi maladie chronique? Parce qu'elle est caractérisée par la récidive thromboembolique, on va le voir tout à l'heure, et on va voir quelles sont les particularités ou alors les facteurs de risque de récidive chez ces patients-là. Parce que c'est une cause de HTAP post-embolique, et vous le savez, c'est une affection qui est mortelle, et aussi parce que vous avez un syndrome post-thrombotique qui se voit chez pratiquement 50% des patients dans l'année qui suit le diagnostic. Alors, concernant ce syndrome post-thrombotique, c'est un facteur de risque de récidive de la thrombose. Et comme vous le voyez dans cette étude, les patients qui ont un syndrome post-phlébitique, ils vont faire beaucoup plus de thrombose que les patients qui n'ont pas de syndrome post-phlébitique. Donc, ça a fait rentrer dans les considérations quand on veut arrêter un traitement chez les patients qui ont une thrombose non provoquée. Alors, les anticoagulants actuels, vous les connaissez. Donc, on a l'héparine et les antivitamines K. Et vous avez les anticoagulants oraux directs. Ce qui est commercialisé au Maroc, c'est le dabigatran, l'apixaban et le rivaroxaban. Donc, la particularité, c'est que c'est des anticoagulants qui vont être administrés par voie orale et on n'aura pas besoin de faire de surveillance comme pour les AVK, et aussi parce que dans les études, on a démontré donc une non-infériorité par rapport aux AVK quant à la récidive des thromboses, mais aussi avec un risque hémorragique qui est moins important que celui des AVK. Alors, cette diapositive est importante à considérer vu que ça montre le degré d'élimination rénale des différents AVK et on voit pour l'apixaban, c'est le degré d'élimination rénale le plus faible, donc 25%. Cela veut dire, cela va avoir des répercussions sur la clinique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prescrire ce médicament chez les patients qui ont une clairance de la créatinine jusqu'à 25 ml par minute. Alors, tenir compte de certaines interactions médicamenteuses, surtout dans notre pratique quotidienne, donc les inhibiteurs de la protéase, où ces médicaments sont contre-indiqués. Vous avez aussi donc la cyclosporine et le tacrolimus, soit que c'est contre-indiqué, soit on va pouvoir donc augmenter les doses. Et vous avez aussi certains antibiotiques comme l'érythromycine, on va pouvoir augmenter un petit peu les doses parce qu'il y a cette interaction médicamenteuse. Alors, voici comment se définissent les phases du traitement anticoagulant. Donc, vous avez la phase initiale, ici en jaune, qui dure entre 5 et 21 jours. Et puis après, vous avez la phase primaire et la phase secondaire du traitement. Et on va essayer de voir à travers les cas cliniques comment on va gérer ces différentes phases. Alors, on a l'observation d'un patient âgé de 65 ans qui est hospitalisé pour bilan étiologique d'une fièvre au long cours évoluant depuis 6 semaines avec une altération de l'état général.
Donc, il a été alité chez lui. À J2 de l'hospitalisation, il présente un gros membre inférieur droit avec un bon état hémodynamique. Donc, il a une tension correcte, une saturation correcte. Et l'échodoppler des membres inférieurs objective la thrombose popliteo-fémorale droite. Sa clearance de la créatinine, il est à 45 par minute et l'hémogramme est normal. Alors déjà, quelles sont les options thérapeutiques qu'on peut utiliser chez ce patient-là? Alors pour les options thérapeutiques, donc, bien sûr, on peut avoir de l'héparine à bas pont moléculaire. Ensuite, on peut traiter par les AVK, mais voici les recommandations. Donc les recommandations disent que on peut utiliser le rivaroxaban et l'apixaban comme traitement de première intention chez ces patients-là. Et bien sûr, il faut prendre en considération le taux de la clairance de la créatinine. Donc, on peut déjà commencer par des anti-10A dans ces recommandations. Bien sûr, c'est beaucoup plus, donc c'est recommandé plus que l'héparine avec AVK. Alors, voici le schéma thérapeutique concernant ces anticoagulants. Donc, quand on opte pour une héparine à bas pont moléculaire suivie d'un AVK, donc ça va être une prescription d'héparine de 5 à 10 jours, suivie par l'AVK. Et puis, quand on opte pour les anti-10A, donc je rappelle que le rivaroxaban et l'apixaban sont des anti-10A et donc ne nécessitent pas de prescription préalable par l'héparinothérapie. Et donc, on peut donner ces médicaments. Donc, regardez, pour le rivaroxaban, c'est 15 mg 2 fois par jour pendant 21 jours. Et puis, on prendra le relais par rivaroxaban 20 mg par jour. Et puis, pour l'apixaban, c'est 10 mg 2 fois par jour pendant 7 jours et on prendra le relais par apixaban 5 mg par jour, 5 mg fois 2 par jour par la suite. Alors pour le dabigatran, on est obligé de passer par la case HBPM. Donc voilà. Alors on revient à notre cas clinique. Donc on donne l'apixaban 10 mg 2 fois par jour pendant 7 jours et puis on prend le relais par une dose de 5 mg fois 2 par jour par la suite, comme dans les études. On fait le diagnostic d'une endocardite infectieuse sur valve aortique dégénérative et notre patient, il évolue très bien sous antibiothérapie. Alors, après, on revoit notre patient après 3 mois. Est-ce que vous arrêtez le traitement et quels éléments faudrait-il prendre en considération pour arrêter ou alors continuer le traitement anticoagulant chez ce patient-là? Alors, il faut d'abord stratifier le risque de récidive de maladie thromboembolique chez ce patient. Alors, chez tous les patients chez qui on a besoin de savoir si on va prolonger ou arrêter le traitement. Et donc, cette stratification du risque va se baser sur 2 éléments principaux. Est-ce que la thrombose, elle est provoquée par un facteur transitoire ou alors par un facteur persistant, ou alors est-ce que c'est une thrombose qui n'est pas provoquée? Donc ça, c'est un élément à prendre en considération quand on veut raisonner par rapport à la durée du traitement. Alors voici les recommandations concernant les facteurs de risque transitoires et persistants. Alors, comme facteur transitoire, vous avez une chirurgie récente qui dure plus de 30 minutes. Et puis, vous avez aussi l'hospitalisation pour un motif médical dans les 3 derniers mois. Vous avez aussi le postpartum, la grossesse et la prise d'hormones. Donc, il s'agisse de contraception hormonale ou alors de traitement hormonal substitutif. Comme facteur de risque persistant, vous avez le cancer actif et les thrombophilies sévères. Thrombophilie sévère, c'est essentiellement le syndrome des antiphospholipides et aussi, bien que rare, l'antithrombine, le déficit en antithrombine 3. Et vous avez les autres thrombophilies qui ne sont pas sévères. Et on va voir la place de la prescription, de leur prescription dans le bilan étiologique. Alors, voilà comment on va traiter notre patient. Donc, notre patient a fait une thrombose à l'occasion d'une affection médicale où il a été hospitalisé et alité. Donc, les recommandations disent qu'on va traiter ce patient pendant 3 mois par une AOD pleine dose. Donc, on avait mis de l'apixaban chez notre patient et donc, ça va être donc 10 mg x 2 pendant 7 jours et puis 5 mg x 2 par la suite. Alors, cas clinique numéro 2. Là, vous avez une patiente de 40 ans qui est hypertendue, diabétique de type 2.
qui se présente pour une dyspnée avec douleur thoracique et palpitations depuis 4 jours. Elle n'a pas d'antécédent particulier et dans le diagnostic, donc, on trouve une embolie pulmonaire massive. On la traite par la thrombolyse avec une HBPM, puis on passe à l'apixaban. Alors, chez cette patiente, souvent, donc, on a nos amis cardiologues qui nous adressent les patients pour le bilan étiologique. Qu'est-ce que vous proposez comme bilan étiologique chez cette patiente? Donc, c'est une patiente qui est jeune et donc on va penser à faire un bilan de thrombophilie, alors qu'il s'agisse de thrombophilie acquise, regardez en bas, le syndrome des antiphospholipides, avec l'incidence des récidives thromboemboliques qui est très élevée, et vous avez en rouge en haut l'antithrombine 3, où vous avez l'odds ratio de la récidive thromboembolique qui est très élevé aussi. Donc là, si on a un élément ou alors des bilans à prescrire chez ces patients jeunes qui font une thrombose comme ça, non expliquée, c'est le syndrome des antiphospholipides et le déficit en antithrombine 3. Donc, c'est ce qu'on va doser en premier chez ces patients-là. Il n'y a pas de place pour doser le facteur 5, le facteur 2 et tout ça, parce que le lien avec la thrombose, en fait, c'est uniquement lorsqu'il y a un autre facteur associé. Alors, on traite notre patiente par l'apixaban. Et quelle sera la durée du traitement dans ce cas particulier? Alors, là, je reviens à la stratification du risque. Et on a dit quand c'est provoqué par un facteur transitoire, tel que l'alitement, la chirurgie, ça va être que 3 mois de traitement. Par contre, chez cette patiente, il n'y a aucun antécédent et la patiente a fait une embolie qui est non provoquée. Elle n'a pas non plus de facteurs persistants connus, il n'y a pas de cancer, il n'y a rien. Et donc, chez cette patiente, comme vous le voyez, avant de définir la durée du traitement, il faut regarder cette diapositive qui montre que la récidive thromboembolique, elle est beaucoup plus importante en haut chez les patients qui font une thrombose non provoquée par rapport aux patients qui vont faire une thrombose avec un facteur de risque non chirurgical, tel que par exemple une postpartum ou alors une contraception orale. Et les patients chirurgicaux, ils vont faire, qui ont fait une thrombose à l'occasion d'une chirurgie, ils vont faire moins de récidives thromboemboliques. Et donc, c'est un élément à prendre en considération quant à la durée du traitement. Alors, ici, vous avez en chiffres, quand vous avez une maladie thromboembolique non provoquée comme chez notre patiente, regardez le risque de récidive, il va augmenter au fil des années, donc 40% de récidive à 10 ans. Et puis, les facteurs qui vont entrer en jeu, c'est essentiellement l'existence ou non d'une thrombophilie, l'âge avancé et aussi la durée courte de l'anticoagulation. Et bien, on s'est aperçu que chez ces patients-là, qui ont des thromboses non provoquées, tant que les patients sont sous anticoagulants, ils ne retrombosent pas. Et quand on arrête les anticoagulants, donc ils vont retromboser, donc ils vont perdre le bénéfice de cette anticoagulation. Ça marche plus. Oui. Alors, non, je vais pas revenir en arrière. Excusez-moi. Et là aussi, vous avez en chiffres les récidives après 5 ans, après avoir stoppé le traitement. Donc, une thrombose en milieu chirurgical récidive moins qu'une thrombose en milieu médical, et aussi quand vous avez une prise de stro-progestatif, par exemple. Et regardez, pour les thromboses idiopathiques ou non provoquées, 30% de récidive à 5 ans. Et quand on a une thrombose dans les antécédents, on augmente encore plus le risque de récidive thromboembolique. Donc, on revient à notre patiente et donc on décide avec le patient, bien sûr qu'il faut toujours discuter avec le patient, de poursuivre l'anticoagulation chez notre patiente. Et donc, quels sont les éléments qu'il faut prendre en considération en plus de ce risque de récidive? Bien sûr, donc on va peser la balance entre les bénéfices et les risques de cette anticoagulation. Et il faut voir si le patient a des facteurs qui prédisposent à un syndrome hémorragique. Et donc, pour cela, il y a des scores. Bon, voici le score hémorragique de Riette. Donc, à chaque fois que le patient est âgé, en fait, la prédisposition à faire des hémorragies est plus importante. À chaque fois qu'on a un cancer, une immobilisation de plus de 4 jours, une hémorragie récente, une clairance basse, et puis une anémie et un taux de plaquettes bas. Et donc, chaque élément va être coté
1 point, 2 points. Et puis après, donc, on va essayer de voir le score hémorragique chez ces patients-là. Et donc, on a un score élevé lorsque ce score est supérieur à 4. Donc, il faut le prendre en considération quand on veut mettre une anticoagulation au long cours chez ces patients-là. Alors, là, cas clinique numéro 3, patiente de 68 ans, EP faible risque non provoqué, donc elle a eu une embolie pulmonaire qui n'était pas grave, mais aussi non provoquée, et qu'on a traité avec apixaban pendant 6 mois. Cette patiente a un IMC à 35. Quel est le bilan étiologique qu'on peut prescrire chez cette patiente? Alors, contrairement à la patiente numéro 1 qui a un âge à 40 ans, là, c'est essentiellement le cancer. Donc là, vous voyez que quand vous avez donc le risque de cancer occulte, il est multiplié par 4 quand vous avez une maladie thromboembolique non provoquée, récidivante, et aussi par rapport à l'âge. Donc l'âge augmente et multiplie le risque de survenue de cancer. Et donc, quand vous avez un patient qui a un âge de moins de 50 ans, c'est un bilan de thrombophilie, essentiellement les antiphospholipides et l'antithrombine 3, bien que c'est rare. Et quand vous avez un patient au-delà de 50 ans, on ne fait pas de bilan de thrombophilie, mais on va rechercher un cancer. Alors, comment rechercher le cancer? Est-ce qu'il y a des recommandations dans ce sens? Donc, quand on a regardé un petit peu les études, le fait de faire un screening systématique pour rechercher un cancer n'améliore pas la survie des patients. Et dans ce cas, on revient à donc l'interrogatoire, l'examen clinique à la recherche de ganglions, les antécédents de maladies thromboemboliques. Et puis, on va faire un bilan standard avec NFS, transaminase, calcémie. Et puis, le dépistage va se faire selon les recommandations dans la population générale, à savoir l'hémoculte si on a des signes d'appel, coloscopie si on a des antécédents personnels ou familiaux de cancer colique, et aussi donc en fonction de l'âge, chez la femme supérieure à 50 ans, vous aurez donc à faire une mammographie, un frottis cervico-vaginal, et chez l'homme, c'est un dosage des PSA. Donc on ne va pas élargir le bilan plus que ça. Bien sûr, le patient qui a fait une embolie pulmonaire, il aurait déjà fait un scanner thoracique qui montre s'il n'y a pas de problème au niveau du thorax. Alors, toujours cette patiente, donc 68 ans, qui a un IMC très élevé, et elle vous demande si elle va arrêter le traitement. On a donné l'apixaban pendant 6 mois, elle vous demande si elle va arrêter le traitement. Et dans ce cas-là, donc, c'est une maladie thromboembolique qui n'est pas provoquée. Et donc, il faudrait prendre en considération le fait d'avoir une MTEV, une maladie thromboembolique antérieure non provoquée, parce que c'est un facteur de risque de récidive. Un malade qui a déjà thrombosé, il va retromboser. Donc, ça, c'est très important. L'âge avancé, on l'a dit. L'obésité aussi, c'est un facteur de risque de récidive. L'existence d'antécédents familiaux du premier degré, donc un papa qui a fait une embolie pulmonaire, des thromboses veineuses profondes, donc là aussi, c'est un facteur de maintien du traitement. Et aussi le sexe masculin, les hommes, ils récidivent beaucoup plus que les femmes. Et donc, pour cela, donc pour décider dans cette situation, on va appliquer ce score qui s'appelle R2 et qui va prendre en considération l'existence ou non de syndrome post-phlébitique. Les dédimères aussi, c'est un élément important. Donc, lorsque c'est supérieur ou égal à 250, c'est côté 1. Un IMC supérieur à 30 et un âge supérieur ou égal à 65 ans. Et donc, lorsque vous avez un score R2 qui est supérieur ou égal à 2, le risque de récidive est très important. Et donc, chez ces patients-là, il faut prolonger la durée d'anticoagulation. Alors, on revient à notre patiente. Elle a déjà un score qui est supérieur ou égal à 2. Et donc, c'est un élément, c'est un argument en faveur de la prolongation du traitement. Vous avez un IMC à 36 et vous avez un âge à 68 ans. Alors, voici les recommandations. Donc, pour les femmes avec un premier épisode de maladie thromboembolique non provoquée, et lorsque le score est supérieur ou égal à 2, là, il va falloir donner 6 mois de traitement ou au-delà. Chez les hommes, sans facteur de risque de récidive, il faut prolonger le traitement. Alors, quand est-ce qu'on donne un traitement indéfini? C'est quand on a un syndrome des antiphospholipides, quand on a une maladie thromboembolique
causée par un déficit en antithrombine et quand vous avez aussi un syndrome, une HTP post-embolique. Et aussi le cancer, là aussi, cancer actif, c'est un traitement anticoagulant en long cours. Donc voici les recommandations. Donc une période non finie, donc indéfinie pour le traitement chez les patients qui ont une maladie thromboembolique non provoquée et ou alors provoquée par un facteur chronique. Donc ça rejoint un petit peu les recommandations internationales. Alors on revient à notre patiente, donc 68 ans, qui a fait une embolie. Elle est sous apixaban. Et à quelle dose vous prescrivez l'apixaban par la suite? Parce que dans les recommandations, euh, pendant les 6 mois premiers, on donne 5 mg fois 2, et puis après, on peut diminuer à 2,5 fois 2 par la suite chez certains patients. Alors, voici les recommandations. Ils disent que les patients à haut risque de récidive, chez lesquels on a décidé un traitement non limité, il est recommandé de garder l'anticoagulation à la dose initiale, c'est-à-dire ne pas faire de dose réduite de ces anticoagulants, sauf dans certains cas particuliers. On y reviendra. Alors, est-ce qu'il y a des évidences concernant la prolongation du traitement, c'est-à-dire un traitement étendu de plus de 6 mois? Donc, oui, il y a des évidences et cela a été fait par les différents anticoagulants oraux directs. Et donc, vous avez l'étude Einstein extension avec le rivaroxaban contre placebo, Einstein Choice, rivaroxaban contre aspirine, et vous avez Amplify avec 2 doses d'apixaban, le 5 mg, le 2,5 mg contre placebo. Alors, quelles sont les données de cette étude? Regardez, donc, quand on fait dose apixaban 5 mg et 2,5 mg, on fait mieux que le placebo dans la prévention de la récidive thromboembolique, mais il n'y a pas de différence dans le bénéfice. On ne perd pas de bénéfice avec la petite dose d'apixaban. Par contre, au niveau du risque hémorragique, là aussi, le risque hémorragique, il est un petit peu augmenté avec l'apixaban 5 mg, mais ce n'est pas significatif. Donc, voilà. Alors là, vous avez une méta-analyse qui a fait une comparaison entre les différents traitements anticoagulants oraux directs, soit avec placebo, soit avec aspirine, ou alors pour de l'AVK, donc l'AVK à petite dose ou AVK à dose full. Et ce qui ressort dans cette étude, c'est que tous les anticoagulants oraux directs font mieux que le placebo et font mieux que l'aspirine. Donc l'aspirine, ce n'est pas un bon traitement pour traiter la thrombose veineuse profonde. Et quand on regarde la safety de ces produits, regardez ici, l'apixaban, que ce soit à la dose de 5 mg ou à la dose de 2,5 mg, c'est le médicament qui donne le moins de risque hémorragique. Alors là, vous avez un patient qui est âgé de 80 ans, qui est sous intrant pour une thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire non provoquée toujours. Il se présente avec un œdème du membre inférieur droit, évoluant depuis 24 heures, et l'échodoppler veineux du membre inférieur objective une thrombose popliteo-fémorale gauche. L'INR est 2,5, donc il est correct, mais le patient a thrombosé quand même. Donc, bien sûr, il faut penser à la néoplasie dans ce cadre-là, l'âge et puis la récidive sous anticoagulant. Le bilan reste négatif. Chez ce patient, on décide de switcher avec l'apixaban. Quelle est votre conduite à tenir? C'est-à-dire un patient qui est sous AVK et on décide de mettre apixaban. Et chez ce patient-là, il faut arrêter l'antivitamine K. Et quand on a un INR qui est inférieur à 2, là, on peut commencer notre apixaban à la dose de 10 mg 2 fois par jour pendant 7 jours, suivi par 5 mg 2 fois par jour pendant la durée du traitement. Alors, même chose pour les autres AOD, c'est-à-dire il faut que l'INR soit inférieur à 2 et on commence les autres AOD, à savoir l'apixaban et le rivaroxaban. Alors, toujours avec le patient numéro 4,
toujours sous apixaban. Il se présente pour une exérèse d'une lésion cutanée sur son bras gauche. Alors, doit-il arrêter l'apixaban avant l'exérèse cutanée? Si oui, combien de temps avant? Quand envisagez-vous de redémarrer après la procédure? Alors voici les éléments dont il faut prendre en considération pour arrêter le traitement et reprendre le traitement. Donc c'est surtout la demi-vie du produit, mais aussi l'élimination rénale de ce produit après un geste, avant et après un geste chirurgical. Alors la règle est simple. Lorsque vous avez une chirurgie avec un risque de saignement mineur, comme une exérèse cutanée par exemple, et là, il faut arrêter le traitement donc 24 heures avant le geste chirurgical et le reprendre 6 heures après. Donc, lorsque c'est une AOD qui est prise en 2 prises par jour, comme l'apixaban, le rivaroxaban, on ne va pas donner les 2 prises de la veille. Lorsque c'est un AOD qui est donné en 1 prise matinale, il ne faut pas donner la dose du matin. Et lorsque c'est une prise le soir, il ne faut pas donner la dose du soir. Alors, quand on a un geste opératoire donc prévu chez ces patients-là, et lorsque le risque hémorragique est faible, donc il faut chez ces patients-là, donc on arrête la veille, comme on a fait tout à l'heure, et on reprend 6 heures après. Par contre, lorsque vous avez un risque hémorragique qui est élevé, on va arrêter 3 jours avant. Et pour le dabigatran, parce qu'il a une forte élimination rénale, 80%, on va aussi tenir compte du Cockcroft. Et lorsque le Cockcroft est supérieur ou égal à 50, là, on va arrêter le traitement 4 jours avant. Lorsqu'il est inférieur à 50, on va arrêter le traitement 5 jours avant. Et la reprise, ça va être dans les 24-72 heures en fonction de l'anticoagulant, en fonction de l'atteinte rénale et aussi en fonction de la gestion de l'hémostase chez ces patients-là. Donc, en conclusion, je dirais que les AOD sont efficaces comme traitement primaire et comme traitement d'extension de la maladie thromboembolique veineuse. Le risque hémorragique avec ces médicaments est moins important qu'avec les AVK. Le risque de récidive est important quand on a des antécédents de thrombose, qu'il s'agisse d'antécédents familiaux, qu'il s'agisse d'antécédents personnels de parents de premier degré. Le sexe masculin récidive plus que le sexe féminin. Les malades qui ont une thrombophilie majeure, telle qu'un SAPL par exemple, un cancer ou une antithrombine, vont récidiver plus. Et l'extension du traitement doit se faire à dose pleine. Quand on a une maladie thromboembolique veineuse, comme le cas qu'on a grave, comme le cas qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une embolie massive, quand on a une récidive thromboembolique, dans le cas du cancer, et quand on a une thrombophilie majeure. Je vous remercie. Merci, professeur Sadouni, pour votre exposé auto-interactif avec des cas cliniques très variés et intéressants, où on peut en tirer des leçons pour ou des conclusions dans notre pratique clinique quotidienne. Alors, j'ai déjà des questions de la part de l'audience. Il y a Dr Sbad qui pose une question. Quelle est la durée du traitement par AOD en cas de thrombose veineuse post-Covid? Thrombose veineuse post-Covid, c'est une thrombose. C'est un patient qui a fait une thrombose alors qu'il est hospitalisé pour Covid. Dans ce cas-là, ça rentre dans les cas de thrombose provoquée par un facteur de risque transitoire. Ouais. Et donc, ça va être une durée de traitement de 3 mois. Exactement. Alors, AOD, oui, AOD pendant 3 mois. Bon, juste pour les patients qui ont un Covid, par exemple, et donc pas d'AOD pendant l'hospitalisation parce qu'il y a des interactions médicamenteuses avec les antiviraux, par exemple. Mais le plus souvent, la thrombose post-Covid, elle est sous forme d'embolie pulmonaire. Oui, mais ils en ont la même aussi dans l'embolie pulmonaire. Ouais. 3 mois, est-ce que c'est suffisant? Ouais. Alors, 3 mois, normalement, lorsque c'est provoqué par un facteur de risque transitoire tel que l'hospitalisation, c'est 3 mois. Alors, on peut discuter quand on a une thrombose massive qui a nécessité une thrombolyse. Oui, on peut discuter pour prolonger un petit peu le... Oui, une embolie, par exemple, qui est passée en réanimation, embolie massive, probablement. Oui. C'est au cas par cas, je pense. Professeur Khabli. Est-ce que les AOD sont toujours contre-indiqués dans le syndrome des antiphospholipides?
Oui, c'est une bonne question. Oui, bon, actuellement, on ne peut pas prescrire les AOD chez les patients qui ont des antiphospholipides. Alors, c'était essentiellement chez les patients, les résultats négatifs et catastrophiques étaient chez les patients qui avaient un triple positif. Et donc, c'était essentiellement des thromboses artérielles et aussi des thromboses mortelles. Mais actuellement, tant qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont dédouané les anticoagulants, on ne donne pas dans la pratique, les AOD, on ne donne pas dans la pratique quotidienne, malgré qu'il y a des études, vous avez raison, chez les patients qui n'ont pas une triple positivité et tout ça, qui sont Exactement. traités. Oui. Alors, on balbute actuellement que dans certaines situations, quand on a un seul anticorps qui est positif, anti-bêta-glycoprotéine de type IgM, on peut prescrire un AOD. Par contre, les anticorps type IgG sont plus pathogènes. Dans cette situation, pas d'AOD. Et lorsqu'on a plus de 2 anticorps, a fortiori quand on a un anticoagulant lupique circulant présent, pas d'AOD. Ça, le but, c'est qu'il y a des auteurs qui commencent à dire qu'il est possible de donner, en cas de présence d'anticorps anti-bêta-glucoprotéines de type IgM, plutôt que IgG. Mais on a peur réellement de donner vrai, ce traitement chez les patients. Pourquoi ils n'ont pas la MM? Il y a une autre question de la part de l'audience. Alors, s'il vous plaît, pour les cas où on n'arrive pas vraiment à trancher par rapport au risque de récidive thrombotique, y a-t-il une place pour les AOD à dose réduite? C'est-à-dire, on a un risque thrombotique, on n'arrive pas à trancher. En garde, et si on garde, est-ce que c'est à dose réduite ou à dose pleine? Alors, les AOD à dose réduite, comme vous avez vu dans en fait, les études, c'était des cas qui n'étaient pas graves. Donc, les cas qu'on a vus tout à l'heure, l'étude Amplify Extension, les autres, c'était des patients chez qui on pouvait donner aussi le placebo. C'est-à-dire, c'est des patients qui n'avaient pas de thrombose grave. Et donc, chez cette population, on peut donner une petite dose. Parce que c'est des patients. Par contre, les patients qui sont récidivants, qui ont une embolie grave et tout ça, on peut pas mettre demi-dose. Moi, j'ai une question. L'apixaban, est-ce qu'il a actuellement l'AMM au Maroc pour les thromboses chez les cancers? Ça va venir. Très bien. J'attends du nouveau. C'est pour ça que j'ai posé la question. Et dans le B7, là Non, franchement, on ne fait pas. On fait pas. On est tenté. On ne fait pas. Il n'y a pas d'études. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques cas comme ça, mais il n'y a pas d'études AVK versus AOD dans les maladies inflammatoires, dans le B7. C'est une vascularite, oui, c'est un traitement anti-inflammatoire et immunosuppresseur.